Bonsoir à tous. Vous êtes avec nous ce soir sur le troisième webinaire d'une série qui a comme projet une meilleure prise en main des recommandations des PNDS, les protocoles nationaux de soins. Vous savez que ces protocoles ont été mis en circuit à partir de 2011 sur une demande de l'HAS et qui voulait qu'on se serve de ça comme référentiel pour une bonne prise en charge des patients dans les centres de référence. Les premiers étaient vraiment encadrés par l'HAS et même on se demandait si ce n'était pas des références opposables. Et j'avais fait d'ailleurs à ce titre prendre le premier PNDS comme référentiel à la Société française de cardio, mais depuis cette image de référence opposable, ça a un peu disparu et c'est devenu vraiment un protocole d'aide et de bonne pratique clinique qui est destiné d'une part aux médecins traitants et puis aux cardiologues aussi qui s'intéressent et qui se prennent en charge ces malades. Alors, on dirait, qu'est-ce qu'il en est des référentiels, des autres référentiels et des recommandations de la Société française de cardio, européennes, américaines, qui sortent tous les 4 ans et qui sont un peu superposables à la nôtre. La dernière PNDS qu'on a fait et qu'on a remise à jour date de 2022, si je ne me trompe. Et puis, il y en a eu de l'ESC qui sont parus, des recours en 2023 et de la CCHA aussi. Et tout ceci se recoupe avec peut-être l'apparition de nouvelles molécules dont on vous parlera qui n'étaient pas dans le PNDS. Donc, aujourd'hui, vous l'avez compris, on parle des cardiomyopathies hypertrophiques. Et je vais vous présenter les orateurs, puisqu'on me l'a demandé. Je vais commencer par Patricia, que j'ai connue chez mon copain et ami Roudot à Bordeaux. C'est une longue histoire, non pas entre Roudot et moi, mais entre Roudot et la CMH. Et donc, entre Bordeaux et la CMH, c'est pas venu comme ça spontanément. Et Patricia s'y est toujours intéressée et elle est devenue centre de référence. Elle dirige le centre de référence des cardiomyopathies hypertrophiques à Bordeaux. Euh, Moi-même, je suis cardiologue dans le service du professeur Nicolas Mansancal et je suis aussi participant au centre de référence de l'hôpital Ambroise Paré. Et donc maintenant, mon chef de service, Nicolas Mansancal, est cardiologue et imageur et responsable du centre de référence des maladies cardiaques héréditaires. Et enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin, Philippe Charon, pour lequel j'ai une très grande affection et avec qui on a fait tout depuis le départ. Il a réussi à prendre ma place partout. Et même maintenant, c'est lui qui connaît le mieux maintenant cette maladie. C'est un cardio-généticien, responsable de la filière et qui est vraiment le personnage clé qui connaît le mieux cette maladie maintenant en France. Donc ça, c'est pour les auteurs. OK. Et puis les orateurs, vous avez en gros 10 minutes, vous le savez, quelques petites questions qui sont soit par moi, soit par le public. Et puis on fera une sorte de table ronde à la fin, si vous en êtes d'accord. Et Patricia, normalement, est le premier orateur. Et Patricia, t'es là, t'es en forme, t'as 10 Oui, minutes et tu nous fais diagnostic et bilan initial de l'imagerie dans la CMH. très bien. Euh, Sauf que j'ai plus mon partage d'écran. Vous le voyez? Bah, écoute, on voit ta flèche. D'accord. Alors on rappelle, on a besoin de rappeler pendant que tu cherches le truc C'est vrai que normalement, le partage est apparu et disparu, et ça fait que je vois plus mon écran quand je vous le partage. Alors, normalement pour notre public, il faut que les micros soient coupés normalement et que les caméras aussi. Là, c'est le cas d'ailleurs. c'est bon, Et Patricia, nous on t'a hein, sur l'écran en partage. c'est bon, c'est bon, c'est Bon, parfait. parfait. Donc, bonjour à tous, merci d'être présents ce soir pour parler justement des recommandations dans le PNDS des cardiomyopathies hypertrophiques. Donc moi, je vais vous parler de la partie du diagnostic et du bilan initial, où la place majeure que vous avez avec l'imagerie cardiaque à votre portée, et donc toute une partie d'évaluation qui est vraiment très importante à connaître et pour lesquelles tout le monde est impliqué.
Donc, voici mes liens d'intérêt. Donc, la cardiomyopathie hypertrophique, c'est une maladie qui est quand même relativement fréquente dans la population générale, puisqu'elle va toucher une un adulte sur 200 ou à 1 sur 500 dans la population générale. Donc, ça peut être rencontré, c'est sous-diagnostiqué. L'incidence est de 5 pour 100 000 personnes par année. La prévalence et l'incidence sont souvent plus grandes constatées chez les hommes, 65% contre 35% de femmes. Néanmoins, vu le mode de transmission, logiquement, il devrait y avoir 50-50. Et après, l'expression de la maladie n'est pas toujours présente dès le démarrage et c'est une maladie qui peut apparaître au cours du temps. Donc l'objectif, quand on fait le bilan initial d'une CMH, c'est d'identifier chez le patient les signes cliniques qui peuvent évoquer le diagnostic, sinon on ne peut pas prendre en charge le patient. Donc il faut savoir repérer les éléments évocateurs, que ce soit un souffle, des symptômes, des anomalies à l'électrocardiogramme. Ensuite, confirmer l'hypothèse diagnostique par des examens, et notamment il y a l'imagerie. Écarter les diagnostics différentiels, puisque toute hypertrophie ventriculaire gauche n'est pas une CMH. Préciser la gravité de la maladie. Rechercher aussi donc des éléments pronostiques. Et là, l'imagerie a également un rôle important puisqu'il y a des mesures à recueillir de manière un peu systématique et à reproduire au cours du temps. Il faut pouvoir fournir les indications nécessaires au choix des traitements à prescrire, puisque ces patients sont symptomatiques, présentent des indications thérapeutiques. Et donc, il faut pouvoir trouver les éléments qui vont nous aider à poser les bons traitements. Et ensuite, dans cette prise en charge, il y a également de proposer une enquête familiale et un conseil génétique à la famille. Et donc, dans l'enquête familiale, il y a aussi un bilan cardiologique qui va reposer aussi en partie sur l'imagerie. Donc, en effet, les éléments du diagnostic reposent d'abord sur un examen clinique et un interrogatoire du patient. On va avoir des éléments évocateurs, en tout cas, ou une notion d'histoire familiale de cardiomyopathie hypertrophique. On peut avoir à l'examen clinique un souffle, ce qui est le seul signe généralement visible, perceptible en première intention sans plus d'examen. Si le patient ne se plaint pas de symptômes. Il y a l'électrocardiogramme qui est indispensable. Il faut savoir qu'il est assez souvent anormal. Les anomalies peuvent être légères à plus ou moins flagrantes avec une HVG électrique, des ondes T négatives. Parfois, il faut bien les chercher, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un électrocardiogramme normal n'est pas suffisant pour écarter le diagnostic, en tout cas chez un apparenté de personnes porteuses de cardiomyopathie hypertrophique. Ensuite, l'échographie du cœur, c'est l'examen de choix pour le diagnostic, puisque ça va permettre de mettre en évidence l'épaississement anormal de la paroi du cœur, avec des critères diagnostiques qui sont basés sur une définition de plus de 15 mm d'épaisseur chez un patient qui n'a pas d'antécédents familiaux et plus de 13 mm en cas d'histoire familiale. Et donc, il y a un certain nombre d'éléments qui vont être évocateurs. Il n'y a pas que l'épaisseur de la paroi. On va évaluer également dans le diagnostic le patient à l'effort, surtout si on veut rechercher un gradient d'obstruction intraventriculaire gauche responsable de symptômes. Et puis, Patricia, je peux t'interrompre 2 secondes. oui, On me dit qu'on t'entend moyennement. Est-ce que c'est possible d'accord. éventuellement de parler un tout petit peu plus fort ou se rapprocher du micro un petit peu plus? Alors, je vais essayer de monter mon micro aussi. Hop. Par contre, je n'ai plus le partage d'écran. Hop. Le diagnostic positif repose donc sur l'examen clinique, le CG, l'échographie. L'écho d'effort va nous apporter des éléments diagnostiques et thérapeutiques. Et puis l'IRM cardiaque va être un élément de référence indispensable pour les cas douteux, pour confirmer les diagnostics, orienter l'étiologie et quantifier la fibrose qui va apporter des éléments pronostiques. Le scanner peut éventuellement être fait en complément chez les patients pour lesquels l'échographie ne serait pas diagnostique et pour lesquels l'IRM ne serait pas réalisable. Donc, les principaux paramètres échographiques à étudier et qui sont importants à repérer, puisqu'au-delà de l'épaisseur maximale sur une coupe petit axe mesurée en mode en télédiastole, il faut donc repérer donc, l'épaississement supérieur à 15 ou à 13 mm, repérer un diamètre télédiastolique peut-être abaissé par rapport à la normale, inférieur à 50 mm, étudier la fonction systolique globale par la fraction d'éjection, mais aussi le strain longitudinal. Il faut savoir que la fraction d'éjection est souvent normale,
chez les patients qui ont une cardiomyopathie hypertrophique, mais il peut y avoir des anomalies de la déformation longitudinale, du strain, notamment dans la zone hypertrophiée. Et la répartition de ces anomalies de déformation oriente vers la cause CMH sarcomérique ou une autre cause comme l'amylose ou la maladie de Fabry. Donc c'est un élément important aussi à prendre en compte. Il faut rechercher le gradient intravégé au repos avec des méthodes comme le Valsalva ou l'orthostatisme de manière à associer éventuellement vers cette orientation étiologique puisque l'obstruction intravégée est quand même plus rare dans les autres étiologies non sarcomériques, comme l'amylose ou le Fabry. Ça peut exister également sur les patients qui ont des cardiopathies post-hypertensives, mais c'est quand même plus rare que dans la CMH sarcomérique. Il faut étudier la valve mitrale, ces anomalies de l'appareil sous-valvulaire, une élongation, une insertion apicalisée des piliers, des valves muscularisées. Étudier l'oreillette gauche, ses dimensions, le diamètre antéro-postérieur, le volume indexé en biplan. Étudier la fonction diastolique, qui peut être normale ou anormale. Le ventricule droit, rechercher une hypertrophie du ventricule droit associée. Calculer les pressions pulmonaires et puis rechercher un anévrisme apical qui peut ne pas être visible de la première du démarrage, mais qu'il faut rechercher en tournant autour de l'apex. Et puis, il faut essayer de ne pas passer à côté d'une localisation très, très particulière, notamment au niveau apical, postérieur ou antérieur, où finalement, ça ne serait pas forcément le septum qui serait hypertrophié. Et donc, il faut vraiment bien regarder toutes les parois, une par une, de la base à l'apex. Et puis, comparer, rechercher s'il y a une asymétrie entre ces parois. Donc, dans le bilan initial, on évoque la CMH dite sarcomérique. On a aussi une multitude de causes génétiques ou non génétiques qui peuvent donner des hypertrophies du ventricule gauche, notamment tout ce qui est myopathie mitochondriale, maladie du métabolisme comme la maladie de Fabry, amylose cardiaque, Friedreich, Danone, maladie de pompe. Chez l'enfant, il y a des causes plus rares qui sont à rechercher également. En tout cas, voilà, c'est des causes qu'il faut savoir évoquer quand on est dans le bilan initial, parce que toute CMH n'est pas forcément sarcomérique. Et puis, il y a des éléments pronostiques qu'il va falloir rechercher, et l'imagerie est toujours présente. Évaluer le risque de mort subite, la stratification du risque rythmique est recommandée. Nous le recommandons aussi via le PNS, via le score de l'ESC, qui s'appuie sur 7 facteurs prédictifs pour étudier le pourcentage de mort subite à 5 ans, de risque de mort subite à 5 ans. On ne se base pas que sur ce paramètre-là, mais sur ce score-là, mais il faut savoir le calculer, le répéter au cours du temps et réévaluer les symptômes régulièrement, la dyspnée, la syncope, rechercher une origine à ces symptômes, essayer d'expliquer ces symptômes. Et on a dans ces cas-là recours au Holter ECG, au test d'effort pour compléter l'évaluation. Donc, les principaux facteurs de risque de mort subite sont donc dans le score de l'ESC l'âge jeune. Donc, plus l'âge va être abaissé, plus ça va pondérer le score de risque. L'histoire familiale de mort subite prématurée, surtout avant 40 ans, et surtout si c'est au premier degré. Et plus il y a eu de cas, et plus ça augmente théoriquement le risque, mais en pratique, on ne tient compte que d'un critère. La syncope inexpliquée, si elle date de moins de 6 mois, et si elle date de plus de 5 ans et plus de 10 ans, c'est pas forcément évocateur. Il faut surtout écarter une origine vasovagale. Et si on n'a pas d'explication à la syncope, si on n'a pas elle est survenue à l'emporte-pièce, sans prodrome ou en post-effort ou en per-effort, il faut être très scrupuleux pour rechercher une origine rythmique et la considérer comme pouvant être impliquée. L'hypertrophie est importante, donc dans le score de l'ESC, on met la mesure la plus importante. Bien sûr, il ne faut pas trop non plus la surestimer, il faut essayer d'être le plus juste possible dans la mesure. Il faut mesurer le diamètre antéro-postérieur de l'oreillette gauche sur une coupe parasternale grand axe. Et puis, rechercher la tachycardie ventriculaire non soutenue au holter, plus de 3 complexes à plus de 120 battements par minute sur un holter ECG systématique, même si le patient ne se plaint pas de palpitations ni de syncope. L'obstruction intraventriculaire gauche est à rechercher au minimum au repos et au Valsalva pour le score de risque et bien sûr à l'effort si on veut traiter le patient par rapport à des symptômes. Nouveaux éléments à prendre en compte, c'est aussi la fraction d'éjection quand elle est inférieure à 50%.
la présence d'un anévrisme apical, surtout s'il est important, à plus de 2 cm, des rossements tardifs à plus de 15% de la masse VG à l'IRM, une réponse anormale de la pression artérielle à l'effort, et puis les résultats génétiques, le fait d'avoir une mutation génétique identifiée, même si ça, pour les autres patients, ça n'écarte pas la piste sarcomérique, le fait d'avoir identifié une mutation, voire plusieurs mutations chez un patient, ça augmente son risque et ça aggrave son pronostic. Donc, on va évaluer les symptômes. Devant un patient qui est symptomatique, on va rechercher avant tout de la fibrillation auriculaire, puis une obstruction pulmonaire, et regarder la traction, cette fraction d'éjection. Donc, ça, c'est des éléments qu'on va rechercher à l'imagerie, notamment à l'échographie. Ça fait partie des recommandations ESC 2023 de rechercher à l'échographie d'effort une obstruction provocable si on n'a pas réussi à la mettre en évidence avant. Donc, ça fait partie du bilan initial de tout patient et puis de son suivi. Donc, ce que je voudrais dire juste, c'est qu'il y a une place vraiment importante de l'échographie, mais aussi de l'IRM dans le bilan initial de CMH, mais également dans le suivi, et qu'il y a un intérêt diagnostique, mais aussi pronostique et thérapeutique de recueillir tous ces éléments de manière consciencieuse. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Patricia. Merci. Oui, on est les micros coupés ou vous m'entendez là? On t'entend, Olivier. Je voudrais te poser une question en attendant parce que je ne vois pas de question pour toi sur le chat. En ce qui concerne parce que puisque c'est pour de la pratique clinique et comment vous travaillez à Bordeaux, comment vous faites pour les enfants? Parce que nous, à Bordeaux, il y a un centre de référence, puisque c'est les familles, on fait des enquêtes sur les familles, les enfants doivent venir avec leurs parents. Tu te bases sur quoi? Vous les faites vous-même? Il y a un centre de référence avec les enfants? Et quels sont les critères typiquement pour le diagnostic des enfants? On travaille de manière collaborative avec le centre de référence des cardiopathies congénitales qui dépiste, qui voit les enfants qui ont moins de 15 ans. Généralement, soit qu'ils ont été pris en charge en pédiatrie, soit qu'ils viennent pour un bilan de dépistage familial. Et puis, on a mis en place un parcours de transition enfant-adulte de manière à faire transiter vers les équipes de soins adultes les enfants par la suite, mais en tout cas, on travaille de manière collaborative à travers la prise en charge des familles. Donc, Et on a tout ça, des... c'est au Haut-l'Évêque? Tout est au Oui, tout Haut-l'Évêque? ça, c'est pour l'évêque. Oui, oui, on a des réunions de concertation hebdomadaires auxquelles on participe de manière communautaire. Et après, donc, c'est plutôt les cardiopédiatres qui font les évaluations et qui quantifient l'hypertrophie selon les ABAC à considérer pour les enfants. Mais on travaille ensemble. Parfait. Je pense qu'on peut passer au deuxième topo. C'est Nicolas, je crois, qui fait le deuxième topo. Pourquoi Nicolas ne fait pas le deuxième topo? Alors, il me semblait que c'était moi. C'est Philippe. Alors, Philippe, Philippe va nous faire la cardiogénétique de cette maladie rare et qui connaît parfaitement bien, mais tout aussi les autres cardiomyopathies, je pense. Il fait la génétique des hypertrophiques. Oui, bonjour à tous. Donc très content de vous parler des aspects du bilan étiologique et du bilan familial dans les cardiomyopathies hypertrophiques. Donc ça a déjà été dit par Patricia. Donc principalement la CMH c'est une maladie dite sarcomérique parce qu'elle est liée à des mutations dans les gènes du sarcomère. Donc c'est à peu près 30 à 60% des patients à qui on trouve une mutation dans ces gènes-là. Donc, il y a pas mal de gènes, mais il y en a deux principaux, la chaîne lourde bêta de la myosine et la protéine C cardiaque. Il y a un mode de transmission qui est autosomique dominant, donc un risque de 50% chez les apparentés. Et puis, ça a été abordé aussi par Patricia, il y a quand même beaucoup d'autres causes également, notamment chez les enfants, mais pas que. Et on trouve des mutations dans d'autres gènes, dans 5 à 25% des cas, ça dépend de l'âge. Et on a déjà dit donc que chez l'adulte, il y avait notamment la maladie de Fabry, l'amylose, un transthyrétine génétique. Et puis chez l'enfant, il y a d'autres pathologies avec trois chefs de file qui ont déjà été un petit peu évoquées aussi. Et puis on trouve sinon des causes parfois non génétiques, mais dans un pourcentage de cas faible, avec une présentation un peu différente, ou alors à partir d'un âge plus élevé, notamment les causes d'amylose cardiaque non génétique. Et puis malgré un bilan étiologique bien fait,
il faut retenir qu'on ne trouve pas de cause dans 30 à 50% des cas. Et donc à ce moment-là, souvent on dit que c'est une CMH présumée sarcomérique, mais sans qu'on ait pu identifier exactement l'anomalie. Alors, le test génétique, il s'est développé très vite et il a été endossé par différentes recommandations avec un très haut niveau, c'est-à-dire qu'il y a une recommandation de classe 1 pour faire le test génétique dans les CMH, chez tout patient qui a une cardiopathie hypertrophique en réalité. Ça a été mis dans les recommandations internationales depuis 2010, ça a été endossé dans le PNDS, donc le protocole national de diagnostic et de soins dont on parlait tout à l'heure, dont Olivier Dubourg vous parlait tout à l'heure, qui a été réactualisé en 2021, et puis jusque dans les dernières recommandations de 2023 de la Société européenne de cardiologie. Et pourquoi ce haut niveau de recommandation? Donc, on va avoir notamment les deux indications privilégiées pour le diagnostic étiologique et pour le bilan familial. Donc, on va revoir ça. Et donc, tout d'abord, dans le cadre du bilan étiologique, le test génétique a toute sa place. D'abord, pour ne pas passer à côté d'une forme génétique non sarcomérique, parce que ça a des implications finalement très pratiques sur la prise en charge. Parfois, c'est parce que le mode de transmission est différent, comme dans la maladie de Fabry liée à l'X ou la maladie de Friedreich, par exemple, récessif, ou parce qu'il y a une atteinte extracardiaque particulière à surveiller, insuffisance rénale par exemple, ou bien parce qu'il y a des traitements spécifiques, notamment dans la maladie de Fabry, dans l'amylose cardiaque TTR, des molécules et des stratégies qui diminuent la mortalité cardiovasculaire. Et donc, c'est vrai qu'il ne faut pas passer à côté de ces diagnostics, sinon c'est une perte de chance de bénéficier de stratégies thérapeutiques adaptées. Le bilan étiologique, il a aussi un intérêt dans les formes sarcomériques. C'est plus récent, mais de plus en plus, ça devient intéressant. Et un des exemples, c'est, on en parlera un petit peu après, j'imagine, dans le traitement, c'est des nouvelles classes qui sont apparues, fondées sur la connaissance de la physiopathologie des formes sarcomériques avec les inhibiteurs de la myosine. Et puis, il y a aussi une perspective intéressante, c'est qu'on a le début des essais thérapeutiques pour corriger la mutation qui commence à apparaître dans ces formes sarcomériques communes. Et le premier essai de thérapie génique dans les formes sarcomériques a commencé il y a un petit peu plus d'un an. Et donc, il y aura sûrement de plus en plus de raisons de faire un diagnostic étiologique du gène précis sous-jacent. Deuxième indication et intérêt du test génétique, c'est pour affiner le bilan familial. Donc, on a dit que le plus souvent, dans les formes sarcomériques, c'était une transmission autosomique dominante, donc un risque de 50% chez les apparentés d'avoir hérité de la même mutation. Et puis, il y a un deuxième élément à rappeler qui est important, c'est que dans ces formes sarcomériques notamment, il y a un retard dans l'expression cardiaque de la maladie. Là, je vous montre une des premières études qu'on avait faites sur le sujet avec Olivier Dubourg notamment, c'est que on voit progressivement au fil de l'âge, au fil de la progression de l'âge chez les apparentés qui sont porteurs de la mutation, l'augmentation de la pénétrance, donc de la probabilité d'avoir une hypertrophie sur l'échographie, là en l'occurrence. Et on voit qu'entre 10 et 30 ans, c'est à peu près 55% de pénétrance. Entre 30 et 50 ans, c'est 75%. Et c'est seulement à partir de 50-60 ans que la pénétrance est maximale, à peu près 95%. Et ça, c'est une étude transversale. Et un peu plus récemment, il y a une étude anglaise qui montrait prospectivement, chez ceux qui ont une mutation parmi les apparentés, qui avaient un premier bilan cardiaque normal, eh bien, qui observait que dans les 15 ans qui suivent, la moitié des porteurs de mutation déclaraient l'hypertrophie. Donc, il y a un enjeu important de dépistage de la maladie aussi chez les apparentés, donc une fois qu'on a fait le diagnostic chez le premier patient dans la famille. Et les recommandations, c'est d'abord de faire un bilan cardiaque systématique chez les apparentés au premier degré. Et dans les recommandations initiales qui ont été endossées après, notamment par le PNDS, eh bien, c'est de commencer à un âge raisonnable de compromis, de commencer au moins à partir de l'âge de 10 ans la surveillance cardiaque dans la famille avec un ECG, une échographie. Et si le premier examen est normal, eh bien, il faut continuer la surveillance très régulièrement avec une périodicité à peu près tous les 2 ans pendant la période de la puberté entre 10 et 20 ans, et de continuer à l'âge adulte
même si le bilan cardiaque est normal, tous les 2 à 5 ans, entre l'âge de 20 ans jusqu'à l'âge de 50 ou 60 ans, où on estime que la pénétrance est maximale. Et le test génétique, il permet d'aller un peu plus loin, puisque si la mutation est connue dans la famille, donc ça c'est le prérequis, et là c'est la figure qui a été reprise dans les dernières recommandations de l'ESC 2023. Donc si à gauche on a un variant qu'on dit pathogène ou likely pathogène, donc probablement pathogène dans la famille, on va proposer un test génétique en cascade, c'est-à-dire qu'on commence par les apparenter au premier degré, puis en fonction du résultat, on voit s'il faut étendre à la génération d'en dessous. Si le test génétique est négatif chez l'apparenté, eh bien, on va pouvoir stopper la surveillance cardiologique. Donc, par définition, on va pouvoir stopper la surveillance cardiologique à peu près chez la moitié des apparentés au premier degré. Et si, par contre, on trouve la mutation, eh bien, on va continuer bien régulièrement à faire le suivi cardiologique là-dessus. Et dans les recommandations, alors ça, c'est les recommandations de 2022 sur le test génétique en cardiologie en général. Et ce seuil raisonnable de 10-12 ans avait été préconisé en première approche également, reste préconisé. Il y a d'autres impacts du test génétique, mais faute de temps, on ne va pas trop les détailler. Patricia a évoqué un petit peu qu'il y a quelques arguments quand même pour la stratification du pronostic, mais ça reste à affiner. Il y a des indications potentielles au cas par cas pour les indications de procréation. On pourra en reparler éventuellement s'il y a des questions. Et le test génétique en pratique, chez le premier patient, le cas index dans les familles, on fait un panel de gènes en séquençage au débit. Donc en parallèle, il y a des préconisations nationales au niveau de la filière cardiogène par les laboratoires de génétique. Et donc il y a un panel de 16 gènes qui est fait chez un patient qui a une CMH qui comporte tous les gènes principaux du sarcomère, plus quelques gènes d'intérêt en dehors du sarcomère. GLA, c'est la maladie de Fabry, TTR pour les formes génétiques d'amylose, qui sont systématiquement faits maintenant depuis quelques années. Et puis dans le futur, ça évoluera sûrement par le séquençage de génome. Il y a des études pilotes, mais qui sont en cours. Pour vous aider à la prise en charge, il est tout à fait possible d'adresser, si vous ne le faites pas vous-même, donc à des centres experts pour un avis, notamment sur le bilan étiologique de départ du diagnostic d'un patient. Donc, sur le site de la filière cardiogène, vous avez différents documents qui peuvent aider, et puis l'annuaire des consultations de génétique ou de cardiologue qui peuvent vous aider. Donc voilà, en quelques mots, la CMH, c'est la plus fréquente des maladies cardiaques héréditaires. En première approche, ce sont des causes génétiques sarcomériques. Et le test génétique, il a vraiment un intérêt très important, notamment pour le bilan étiologique, pour permettre une médecine personnalisée le plus possible, et puis pour le dépistage familial. Et donc les équipes de la filière cardiogène sont à votre disposition et sur le site, vous trouverez plein de choses pour les patients, des documents, pour les soignants, des documents de consensus et les PNDS sont en ligne sur le site de la filière cardiogène et différentes choses, un DIU et des filières. On a nos journées annuelles qui auront lieu au mois de mai à Nantes et vous serez les bienvenus également. Merci à vous. Merci beaucoup, Philippe. Très clair. J'ai pas de questions pour toi sur le chat. En revanche, moi, j'en ai plusieurs. La première, c'est toujours sur un plan pratique. Euh, je suis cardiologue. J'envoie un patient parce que je suis convaincu, c'est le gold standard, se faire ce test génétique. En combien de temps je peux espérer avoir la réponse? Sachant, si j'ai bien compris ton topo, j'ai une chance sur deux de ne pas avoir de réponse puisqu'on ne trouvera pas le gène. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est subsidiaire à celle-là, c'est vous-même. Est-ce que vous refaites des tests sur les tests négatifs? Est-ce qu'il y a des cycles qui sont reproduits où il faut qu'on vous réadresse les malades, ou il faut qu'on vous les ressollicite en vous disant, mon patient, il a une sarcomérique ou probablement une sarcomérique, mais je n'ai pas le diagnostic. Alors oui, c'est une bonne question. Alors le test génétique, hein, le délai de rendu est encore un peu trop long, mais il faut distinguer aussi le cas index des apparentés. Chez le premier patient, donc ça met quelques mois, il faut en moyenne 4 à 6 mois pour avoir le résultat du cas index. Pour la parenté, ça veut dire une fois qu'on connaît la mutation, qu'on sait sur quel chromosome ça se trouve, là c'est plus rapide, c'est quelques semaines, c'est 6 semaines en moyenne pour avoir le résultat. Donc c'est vraiment dépendant de la situation apparentée ou pas. Euh,
pour le moment, on fait un panel 16 gènes et c'est vraiment très performant. Et si c'est négatif, eh bien, il y a une actualisation. Alors, c'est pas automatique, hein, l'actualisation de refaire des tests génétiques. Ça dépend si on voit le patient, si on a un projet qui fait qu'on va implémenter les analyses, ça nous arrive de temps en temps. Donc, il faut y penser, je pense, si on revoit le patient ou si on voit un apparenté. Et si le test génétique était négatif initialement chez le cas index, à ce moment-là, ça peut valoir le coup de discuter, d'aller plus loin. Et actuellement, dans ces cas-là, on propose aussi, dans le cadre d'une étude pilote que j'ai un tout petit peu évoquée, un séquençage de génome, mais à titre, voilà, à titre d'évaluation un petit peu pour aller plus loin à ce niveau-là. Il y avait une question dans le chat, je vois, sur l'âge de début du Oui, test génétique. Alors, la réponse, en général, en médecine, l'attitude, c'est de dire on fait le test génétique à partir de l'âge où on recommande un bilan cardiaque. Et donc, dans la CMH, comme on recommande le bilan cardiaque à partir de l'âge de 10 ans, eh bien, en général, on attend l'âge de 10 ans pour proposer le test génétique. Donc, c'est un petit peu l'attitude en général. Alors, il y a une autre question après. En cas de mutation. Alors, pourquoi il faut attendre 10 ans? Alors, justement, nous, on a eu beaucoup d'expérience là-dessus. Et il y a beaucoup aussi de discussions dans les sociétés internationales de génétique et autres. Et en fait, il faut trouver le bon compromis entre, si on le fait trop tôt, il y a un impact qui peut être très délétère de l'identification précoce d'une mutation chez un très jeune enfant, alors qu'il y a un risque très négligeable de développer la maladie avant l'âge de 10 ans. Et donc, il faut trouver un compromis entre l'impact psychosocial qui peut être très délétère, avec des parents parfois qui sont angoissés quand on leur annonce que leur enfant a la mutation. Moi, je me souviens, il y a des parents qui ont interdit à leur enfant en primaire de courir dans la salle de récréation alors qu'il n'y avait encore rien de développé sur le plan cardiaque. Donc l'idée, c'est de les laisser grandir un petit peu à l'écart de ça et de privilégier l'intérêt de l'enfant et pas la demande des parents, mais privilégier l'intérêt de l'enfant. Oui, faut quand même faire attention, Philippe, parce qu'il n'y ait pas eu des morts subites dans la famille, parce Bien que sûr, bien ça peut sûr. Non, mais commencer quand même à c'est très changer rare le avant l'âge début. de 10 ans. Ouais. Mais quand il y a une des formes très précoces, évidemment, on adapte l'âge de début là-dessus. Et c'est surtout dans les formes syndromiques particulières, on a des formes précoces, hein, où là, on va pas avoir du tout les mêmes seuils de début. Mais dans les formes sarcomériques, c'est vraiment exceptionnel d'avoir des formes graves avant l'âge de 10 ans. Ouais. Et une dernière petite question avant que Nicolas s'énerve. Euh, je, je- il y a la formule du Z-score le PNDS. J'ai essayé de l'utiliser. Il n'y a pas une manière plus simple. Il y a pas de. J'ai essayé de trouver ça sur Internet parce que faire exponentielle de machin, log de trucs et tout là, c'est compliqué, hein, franchement. Moi, j'ai pas réussi à trouver. Avant, on faisait, tu sais, avec la BAC qui permettait d'avoir deux déviations standards de plus. C'était très simple, mais le Z-score, ça me semble être le gold standard pour les enfants. Comment tu fais, toi, pour l'utiliser? Alors, il y a quelques calculateurs qui sont en ligne, mais qu'il faut les chercher un petit peu. C'est vrai qu'on voulait le faire, on pourrait le refaire, de le mettre sur le site Cardiogène, on voulait le faire, puis on n'a pas été au bout là, de mettre sur le site Cardiogène les calculateurs utiles pour les enfants, on pourrait le rajouter. Et voilà, il faut le chercher un petit peu, on ne le trouve pas hyper facilement, effectivement. Ça serait Donc ça bien de pourrait le être une faire. Ouais. aide, tu as raison, de le rajouter sur le site. Ça serait très bien de le faire. Ouais. Je pense que Ouais. Ouais, ça ouais. va nous donner des idées, je crois. Et d'ailleurs, on avait étudié ensemble ce genre de Z-score, voir leur pertinence chez l'adulte, et on s'était aperçu que c'était très pertinent souvent. Quand on a des formes frontières un peu limites, c'était intéressant. Bon, je vais laisser la main parce que le temps passe et je pense qu'il faut qu'on Oh, mais passe Nicolas, il et apprend on des trucs. reviendra peut-être à la fin sur d'autres questions éventuellement. Écoute, merci beaucoup. Nicolas, up to you. Traitement, c'est ça? Tout à fait. Je partage, si ça marche. J'espère que vous voyez l'écran. Donc, moi, je vais vous faire la prise en charge thérapeutique. Alors, j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais essayer d'être synthétique, quitte à en rediscuter par la suite. Donc, notamment les nouveautés, je pense je suis attendu un petit peu sur ça, alors que ça n'apparaît pas encore dans le PNDS, parce que le PNDS a été fait avant les dernières avancées thérapeutiques. Donc, voici mes conflits d'intérêts.
Donc, en fait, il faut repartir du diagnostic de Patricia, qui permet ensuite le screening familial, et on passe plutôt du côté de Philippe Charon. Et à partir de là, on a des patients qui n'ont pas encore développé la maladie, donc ce sont des sujets avec simplement la mutation, d'autres qui ont des petites anomalies mineures, et d'autres qui vont développer la maladie de la cardiomyopathie hypertrophique typique sarcomérique. À ce moment-là, on a différentes étapes. D'une part, rechercher les symptômes et voir si ça progresse. S'intéresser également à la fibrillation atriale, qui est un élément majeur de bascule dans la maladie. Vous avez aussi la mort subite, qui a déjà été un peu abordée, que je réaborderai très rapidement. Et enfin, dans des formes plutôt rares, on peut avoir des dysfonctions ventriculaires gauche. Et à ce moment-là, c'est une stratégie totalement différente du traitement médical habituel de la CMH. Donc la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que votre patient il a besoin d'un traitement? Et donc on va rechercher des symptômes qui sont essentiellement la dyspnée d'effort, la douleur thoracique, et également l'interrogatoire doit être très précis parce que souvent ils s'auto-limitent quand ils ont des symptômes, et il se trouve que le gradient est en rapport avec les symptômes. Et donc il faut vraiment rechercher s'il y a cette auto-limitation de blocage à l'effort. Vous avez ensuite tout ce qui est malaise, l'hypothymie, ça c'est plutôt la prise en charge pour le risque de la mort subite, et les palpitations, bien sûr, c'est pour la fibrillation atriale. Vous avez des aides, justement pour savoir s'ils sont symptomatiques, l'écho d'effort, avec les gradients à l'effort, également le BNP qui permet de nous aider, mais surtout, pas de symptômes, plutôt pas de traitement. Même si parfois on peut en donner, mais partez du principe qu'un patient qui a une CMH sarcomérique asymptomatique, non obstructif, n'a pas besoin de traitement médical. Il a besoin d'un suivi, qu'on a déjà vu, mais en tout cas, il n'a pas besoin de traitement. Ensuite, si votre patient est symptomatique, c'est une stratégie progressive et c'est étape par étape. Première étape, c'est plutôt les bêta-bloquants à des doses qui peuvent être parfois élevées avec un bêta-blocage efficace. Donc, première étape, bêta-bloquant. Si vous avez une contre-indication, ou autrement des douleurs thoraciques essentiellement, vous pouvez donner du verapamil, mais parfois on peut avoir une aggravation paradoxale de ce gradient. Et donc, les bêta-bloquants sont à privilégier en première intention. Si le patient reste symptomatique et que le gradient demeure, à ce moment-là, on peut faire une association qui est plutôt bêta-bloquant d'isopyramide. Et on utilise donc le rythmodon d'isopyramide avec avec l'utilisation de son effet inotrope négatif. Dernier point important sur cette stratégie étape par étape, c'est le coût. Regardez, bisoprolol, c'est 4,13 € pour 30 comprimés. Le disopyramide, c'est 6 € pour 20 comprimés. Vous voyez où je vais en venir, c'est-à-dire qu'on a un prix très faible et avec quand même une efficacité assez bonne. Alors, parfois, les patients restent symptomatiques. C'est là où se pose problème. Est-ce qu'il faut aller sur des réductions septales ou pas? Et il se trouve que maintenant, on a les inhibiteurs de la myosine avec le mavacamten. Donc, c'est quelque chose de récent. Philippe en a parlé tout à l'heure. On les a depuis 2023 et de manière beaucoup plus simple depuis septembre 2024. C'est normalement prescrit initialement par des centres experts et c'est l'étude Princeps qui a montré l'efficacité du mavacamten avec ce traitement une chute du gradient au repos, du gradient au Valsalva, un BNP qui s'améliore et également vous voyez que 90% de ces sujets qui étaient symptomatiques, qui étaient classe 2, classe 3, 90% avaient maintenant plus de symptômes ou très peu de symptômes. Le problème de ce traitement, c'est que il faut faire des choses bien, c'est-à-dire qu'il y a l'échographie à faire, le Valsalva, systématique, mais également il faut génotyper pour savoir si ils vont répondre de manière très active ou pas à ce traitement. Donc il faut le consentement du patient. Il y a des contre-indications, pas de grossesse. Il faut une fonction VG normale parce que comme c'est un inhibiteur de la myosine, on peut avoir une dysfonction VG qui apparaît après l'introduction. Et du coup, ça nécessite un suivi échocardiographique d'abord très régulier, tous les mois, et après, depuis une semaine, on a quand même une chance, c'est qu'on peut le faire maintenant tous les 6 mois après le suivi initial qui est très rapproché. Donc, il faut bien expliquer aux patients qu'il y a ce suivi à faire pour s'assurer que le gradient diminue, mais surtout qu'il n'existe pas une dysfonction ventriculaire gauche qui apparaît.
ceux qui l'ont testé, hein, je pense que Patricia, Philippe, on est tous d'accord sur l'efficacité qui est assez remarquable, mais ça vient ensuite le traitement conventionnel, et tout simplement parce que l'efficacité est aussi remarquable que son prix, et du coup, il faut savoir l'utiliser à bon escient au bon patient. Voilà. Donc ça, c'est un point essentiel. C'est une vraie nouveauté. Depuis 30 ans, on n'avait pas eu ça. Donc vraiment, c'est un plus au niveau du traitement de la cardiomyopathie hypertrophique, mais c'est ensuite le traitement conventionnel médicamenteux. Et surtout, c'est avant tout ce qui est procédure de réduction septale. Si cela ne suffit pas, à ce moment-là, on peut être amené à aller un peu plus loin, ce qui représente très peu de patients, puisqu'il y a une étude avec le mavacamten qui a montré que 80% des patients qui étaient référés pour une alcoolisation septale n'avaient plus besoin d'alcoolisation septale. Et à ce moment-là, s'il reste symptomatique malgré le traitement, il faut rechercher d'autres causes qui peuvent expliquer les symptômes, voir quel est le mécanisme de l'obstruction et également évaluer la valve mitrale, parce qu'on peut avoir des piliers surnuméraires qui vont, et des valves complètement mitrales anormales qui vont pousser plutôt vers la chirurgie. Et enfin, il faut également bien mesurer les épaisseurs de parois, notamment du septum, parce qu'il faut au moins une valeur minimale de 17-18 mm pour aborder éventuellement la réduction septale. En termes de stratégie de réduction septale, on en a deux. Une chirurgicale, c'est plutôt des sujets jeunes, très symptomatiques, avec ce septum qui doit faire au moins 18 mm, avec des résultats qui sont également remarquables, avec plus de 90% de ces sujets qui ont des gradients qui chutent, avec une nette amélioration des symptômes et avec un effet bénéfique à long terme. Donc vraiment une efficacité de ce traitement. Et l'autre pendant qui est également à discuter dans les centres experts, alors, j'arrive plus à passer ma diapositive, je ne sais pas si vous, ça passe. Voilà, ça y est. C'est l'alcoolisation septale. C'est une autre stratégie où là, on va repérer lors d'une coronarographie la première septale et on va avec l'échographie de contraste qui va bien déterminer où se situe justement la vascularisation de la première septale. On va injecter de l'alcool dans cette première septale et avec des résultats comparables à la réduction chirurgicale. Donc vraiment un effet très bénéfique quand vraiment, sur le plan médicamenteux, on n'est pas suffisant. Enfin, dernière possibilité, c'est tout ce qui est pacemaker avec une asynchronisation de contraction par la stimulation apicale du ventricule droit. Il y a peu de données sur la littérature actuelle, et il y a quelques cas qui ont rapporté quand même une diminution du gradient. Et surtout, ça nous permet éventuellement, une fois qu'on pose le pacemaker, de majorer le traitement médicamenteux quand on a justement un traitement qui n'est pas optimal, notamment chez un patient bradycarde. Et donc, c'est au cas par cas et c'est vraiment discussion multidisciplinaire pour prendre la bonne décision entre une alcoolisation septale, une réduction septale chirurgicale ou autrement la pose d'un pacemaker. Alors, pareil, j'ai un petit souci pour tourner. Voilà. Enfin, autre point très important, c'est par rapport justement à la fibrillation atriale et la dysfonction ventriculaire gauche, on va traiter ça sur cette diapositive de manière très simple. Le problème de la fibrillation atriale, c'est que le risque embolique, thromboembolique, c'est 4% par an dans la cardiomyopathie hypertrophique. Et donc à la question, faut-il anticoaguler ou pas? Faut-il faire le CHAD-VASC, le CHAD, ou le CHAD-VA? Non, ce n'est pas la peine. FA dans la CMH égale anticoagulation. Et il faut essayer de privilégier le contrôle du rythme, maintenir le rythme sinusal. L'amiodarone est à privilégier, mais attention, chez le sujet jeune, c'est pas forcément le rapport risque-bénéfice n'est pas bon, et donc c'est au cas par cas qu'il faut prendre cette décision. Enfin, concernant la dysfonction ventriculaire gauche, ben, on fait au cas par cas avec un traitement de l'insuffisance cardiaque, puisque ce sont des parois qui vont s'amincir, ça va se dilater, et donc c'est un traitement classique de l'insuffisance cardiaque, et on peut être même amené à proposer des transplantations cardiaques, en sachant que 50% des transplantations cardiaques en France maintenant sont en rapport avec des cardiomyopathies, bien sûr dilatées, mais également hypertrophiques. On peut éventuellement le proposer dans quelques rares cas. Enfin,
Concernant l'évaluation de la mort subite, Patricia en a parlé, donc je ferai très simple. Il y a 7 critères pour le score de risque. Et vous allez voir qu'il y a une hypertrophie, pas ventriculaire gauche, mais de l'échographie dans cette évaluation du risque, parce qu'on a 3 critères échocardiographiques parmi les 7 pour évaluer ce risque de mort subite. Ça, c'est en prévention primaire. Et à partir de là, vous avez différentes stratégies possibles. En sachant qu'en termes de prévention de la mort subite, la seule qui marche, c'est le défibrillateur. Il n'y a pas de traitement médicamenteux qui évite la mort subite. En prévention secondaire, il n'y a pas photo. Défibrillateur si on a une espérance de vie au-delà de 1 an. Et par contre, en prévention primaire, on utilise le score que je vous ai présenté juste avant et que Patricia vous a présenté. Et on a 3 possibilités. Risque faible, c'est-à-dire moins de 4% de risque à 5 ans, pas défibrillateur. Au-dessus, défibrillateur. Et entre les deux, c'est la zone intermédiaire. Et le PNDS a justement proposé 5 critères qui sont la fraction d'éjection altérée, le rehaussement tardif supérieur à 15%, la génétique avec des mutations qui peuvent être à haut risque, la chute tensionnelle à l'effort qui a disparu avec ce score actuellement, et l'anévrisme apical dans la cardiomyopathie hypertrophique apicale. En conclusion, première question, est-ce que le patient est symptomatique ou pas? Et on va traiter à ce moment-là l'obstruction. Le traitement médicamenteux, vous avez compris, c'est étape par étape, hein. On ne saute pas une étape, c'est bêta-bloquant ou verapamil, disopyramide en association notamment avec le bêta-bloquant. Puis, vous avez le mavacontem non inclus dans le PNDS, mais qui est maintenant vraiment bien utilisé en France. Si insuffisant, traitement non pharmacologique de réduction septale ou autrement le stimulateur cardiaque. L'AFA égale anticoagulation et le DAI est le seul traitement de la prévention de la mort subite. Et les centres experts sont là également pour vous aider parce que c'est une pathologie rare. Et c'est vrai que quand on en voit beaucoup, on a une certaine habitude. Et justement, l'idée, c'est qu'on puisse travailler avec le cardiologue du patient pour que justement, on donne notre expertise et qu'on puisse travailler de manière synergique. Voilà, Olivier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas. Je vois une question pour toi. Moi, j'en ai une immédiate, c'est sur l'AFA. Est-ce que tu penses que ça a un intérêt de faire des radiofréquences aux patients et quand faut-il les faire pour qu'ils maintiennent un rythme sinusal plus longtemps? Alors, moi, sur un sujet jeune, j'aurais tendance à aller assez rapidement sur l'ablation, parce que justement, en termes de traitement antiarythmique, l'amiodarone, qui est vraiment un bon traitement, ben, on sait que ça va être des complications sur complications, donc j'aurais tendance à aller plus rapidement sur une ablation, voilà. Et après, c'est au cas par cas. Voilà, un sujet plus âgé, pour peu il y ait un remodelage atrial très important, on sait que le succès va être moindre. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Mais je suis jeune, j'ai tendance à aller très rapidement sur cette ablation. Oui, Ouais, juste pour aller complètement dans ton sens, hein, nous aussi à la Pitié, on va quand même assez vite parce que souvent la F1, c'est souvent un changement majeur dans l'évolution de la maladie. Et donc, on y va assez et on a un papier accepté là hein, sur notre série d'ablations dans la CMH par électroporation, ça marche pas mal aussi. Donc oui, tout à fait d'accord avec cette attitude assez proactive. et Oui. accompagné ou non d'une attitude très active sur la, On t'entend pas très bien, Olivier. je dirais accompagné, oui ou non, sur une réduction très active de l'obstacle avec l'IM associé, Alors, Oui, ça, en parallèle, oui, oui. parce que c'est quand même un facteur de retentissement sur l'oreillette bouche très rapide. Et si on fait des Aussi, oui, tout à fait. toucher à l'IM. Il y a une autre question, Nicolas, sur les IHT2 et intérêt dans le traitement de l'HVG. T'en penses quoi? Et avec insuffisance cardiaque. j'ai pas compris. Il te demande, Négliflozine dans la Ah, CMH. avec HVG et insuffisance cardiaque, est-ce que c'est intéressant ou pas? alors, c'est le traitement. Alors, dans le PNDS, on ne l'avait pas rajouté, mais quand vous avez de l'insuffisance cardiaque dans une cardiomyopathie hypertrophique avec un VG qui se dilate, des parois qui diminuent, on se retrouve avec une dysfonction ventriculaire gauche.
bah, c'est le traitement. Là, vous avez vu, hein, finalement, c'est le traitement classique de l'insuffisance cardiaque. Voilà. Donc, on fait au cas par cas. On peut le rajouter. Est-ce que ça va changer la vie du patient? Je ne suis pas complètement convaincu, mais ça fait partie en tout cas du traitement classique de l'insuffisance cardiaque. Et a priori, ça faisait partie des recours américaines, là. Oui, il disait que Oui, c'était mais ouais. alors, moi, faites attention quand même parce que beaucoup de gens reprennent les recommandations américaines, notamment tout ce qui est évaluation du risque. L'évaluation du risque entre l'Europe et les États-Unis sont quand même assez différentes pour une simple et bonne raison, c'est que les Américains, ils ont très très peur sur le plan médico-légal. Et donc, dès qu'il y a le moindre risque, il y a le défibrillateur qui arrive. Voilà. Donc, nous, je pense qu'il faut raisonner quand même sur des recommandations européennes qui sont un peu plus pondérées sur l'évaluation du risque. Et en tout cas, il n'y a pas les glyphosines. Bien sûr que ça fait partie du traitement de l'insuffisance cardiaque. Voilà, mais en tout cas, il n'y a pas de preuve, il n'y aura pas d'études multicentriques sur ce sujet-là, mais ça fait partie du traitement classique des dysfonctions VG. À ce propos, la discussion de l'implantation de défibrillateurs implantables sur autre chose que le risque score de l'ESC, c'est possible, hein, parce que ça fait partie quand même de l'intérêt des centres de référence de discuter entre spécialistes qui évaluent le risque réel sur une hypertrophie très importante, sur des morts subites très fréquentes dans la famille, malgré que le patient n'ait pas de TTV, n'ait pas un score, ou qu'il soit dans la zone grise du score de l'ESC. C'est très important, hein. Il ne faut pas être bloqué sur le score lui-même comme il est écrit. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait tous les jours, nous, hein. Alors, le score a des limites. Alors, j'en ai pas parlé parce que j'ai pas trop de temps. Il y a quelques limites dans le score. Il faut bien lire le score pour connaître ses limites. Après, c'est quand même une aide. Voilà, il y a eu un plus. Avant le score, bah, on avait 5 critères majeurs et à partir de 2, on posait des défibrillateur. Aux États-Unis, dès qu'il y en a un, on posait le défibrillateur. Justement, c'est la différence entre l'Europe et les États-Unis. Mais en tout cas, on raisonnait quand même de manière intelligente. Maintenant, quand on a un score faible, il n'y a pas trop de risques, on va dire. Et c'est à partir du moment où le score s'élève, le risque s'élève, qu'à ce moment-là, dans les zones un peu grises, on se pose des questions. Et quand le score est un peu pris à défaut sur certains critères, c'est là où justement les centres, on est là également pour discuter avec d'autres paramètres qui ne sont pas forcément dans ce score. Une des questions qui se pose souvent pour vous, nous, dans la pratique, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Olivier, on t'entend pas bien. Je dis, une question qui se pose en pratique très souvent pour nous, c'est de savoir qu'est-ce qu'on dit aux patients pour l'activité physique. Tu poses la question à qui, du coup? À Parce toi, à moi? oui, à Bah, toi. alors moi, le sport, ça, je pense que c'est très important, le sport. C'est une des rares pathologies où je limite un tout petit peu le sport et surtout je conseille des sports à intensité modérée et pas par à-coup. Voilà. Donc j'ai tendance à ne pas contre-indiquer une activité physique modérée, éviter des sports trop violents et tout ce qui est compétition, c'est un peu compliqué parce que enfin, pour ceux qui font de la compétition, bah, on essaie toujours de se donner au maximum et on ne s'écoute pas forcément. Voilà. Donc j'ai tendance à limiter un tout petit peu en termes d'intensité intense. Et quand un individu a son défibrillateur implantable, tu le laisses faire du sport? Alors, on peut prendre l'exemple d'un footballeur qui a fait une mort subite en 2021 lors du championnat d'Europe sur le terrain. Il avait une CMH, ils lui ont posé un défibrillateur. Les Italiens parce qu'il travaillait, je veux dire. Il jouait en Italie, à Milan, lui ont contre-indiqué le sport de compétition, ce qui me paraît tout à fait logique. Et finalement, il a terminé en Angleterre où il joue. Et moi, je sais que je regardais ses matchs pour voir quand est-ce qu'il allait prendre un petit choc et tomber sur le terrain. Il n'a pas de nouveau récidivé, mais je pense que c'est pas très raisonnable. Moi, je voudrais poser une question à Patricia. Patricia, tu as dit, et t'as limité, d'ailleurs, c'était ce qu'on avait fait dans le PNDS, l'IRM sur les cas difficiles pour faire la fibrose, etc. Est-ce que tu crois qu'à l'heure actuelle, en pratique, les gens font pas, on n'essaye pas de faire des IRM, au moins une dans la vie d'un patient qui a une CMH, pour préciser
si on n'a pas raté quelque chose, s'il n'y a pas de la fibrose au départ, et éventuellement d'autres par la suite pour suivre l'évolution. Comme si il y a la disponibilité des IRM, bien sûr, qui se pose. Mais comme si cette technique, sans que ça nous fasse de la peine hein, par rapport à l'écho, prenait de plus en plus de place. Non, mais j'ai pas du tout dit qu'il fallait pas faire d'IRM. Au contraire, c'est même une recommandation maintenant européenne de faire systématiquement une IRM au moins une fois, une IRM de référence à tout patient qui a une cardiomyopathie, qu'elle soit hypertrophique ou non. Pour orienter justement, comme je disais tout à l'heure, éventuellement ne pas méconnaître une étiologie qui n'aurait pas été forcément évidente sur l'échographie et sur le reste du bilan. Et également aussi pour des raisons pronostiques, hein, puisque ça fait partie de la stratification, de regarder la masse, le pourcentage de masse de fibrose. Et puis, évidemment, on peut le répéter au cours du temps. On ne va pas le refaire tous les ans, c'est ça que je voulais dire, principalement. Mais chez un patient chez qui il y a un doute sur le diagnostic ou sur l'indication ou d'un défibrillateur, on va regarder si les choses évoluent de manière un peu plus fine à l'IRM en termes d'épaisseur de paroi, en termes de morphologie, et puis en termes de progression éventuellement de la fibrose. Donc c'est quelque chose qui peut être répété aussi au cours du Ouais. temps, au cas par cas, surtout si on pense que ça peut avoir un impact dans la prise en charge des patients. Et bien sûr, il faut le faire de manière au moins une fois systématique s'il n'y a pas de contre-indication Et, au et- moment. et- et dans ton expérience, est-ce que ça gêne des défibrillateurs et IRM? Alors en pratique, quand on a fait déjà l'IRM, souvent on a rarement le défibrillateur qui arrive avant l'IRM. Mais quand le patient a déjà un pacemaker ou un défibrillateur, on peut aussi proposer maintenant des scanners qui permettent d'analyser aussi un peu la fibrose en alternative. Après, tout dépend du discours du radiologue. Je pense qu'on peut quand même avoir certaines informations. Tout dépend où est positionné aussi le boîtier. Je pense qu'on a plus ou moins d'artefacts selon la localisation du défibrillateur. Donc voilà, c'est à étudier, mais en général, on fait plutôt l'IRM au moment de l'évaluation initiale, au moment où on se pose la question de mettre un défibrillateur. C'est plus rare qu'on se pose la question après. Hmm. Dans notre expérience, effectivement, le défibrillateur est associé de façon variable à des artefacts de l'IRM. C'est assez variable quand même, je trouve. Certains patients, on arrive à peu près à analyser, d'autres pas. Et il y a quelque chose qui est une situation qui est plus compliquée parce que là, il y a des artefacts assez systématiques. C'est avec le Reveal ou les haltères implantables, on a beaucoup plus d'artefacts souvent au niveau de l'IRM. C'est un peu plus compliqué. Il y a peut-être deux petites questions sur la génétique, je vois sur le chat où je peux répondre brièvement, si Olivier m'y autorise. Euh, il y a une question sur le sport chez les apparentés qui ont la mutation, mais pas encore d'hypertrophie. Donc, on est très peu restrictif, hein, et dans les recommandations de l'ESC sur le sport, c'est peu restrictif dans la CMH chez les porteurs de mutations, chez les apparentés qui n'ont pas encore d'hypertrophie. Donc moi, je restreins exceptionnellement, donc en général, je les autorise vraiment. Et c'est à partir du moment où l'hypertrophie apparaît, où là, je rejoins ce que Nicolas disait, là, on est quand même, on est au cas par cas, et on fait attention en fonction du profil des patients, etc. Et il y a Philippe, une deuxième Philippe, question attends, sur... Philippe, Oui, juste pardon. par rapport à ça, quand ils n'ont que la mutation qui n'ont pas exprimée, ils ne sont pas malades. C'est ça qui est Oui, important de oui. donner comme message. Oui, mais la question est juste parce que il y a d'autres maladies où on est plus restrictif, c'est Mm. rare, hein, mais ça arrive. Par exemple, chez les porteurs de mutations, dans les formes de cardiomyopathie ventriculaire droite arythmogène, on a la connaissance de mort subite à des phases précoces et où le phénotype n'était pas encore très clair. Et donc, les recommandations de l'ESC sont de restreindre le sport chez les porteurs de mutations dans les formes de CVDA, DVDA très précocement avant le phénotype. Dans les laminopathies, on est un petit peu intermédiaire comme attitude, mais dans les CMH, on n'est pas très restrictif. Voilà. Parce que le diagnostic est également difficile dans ces pathologies-là. Encore plus Un peu difficile. plus difficile au début, c'est vrai dans les formes ventriculaires droites notamment, ouais. Il y a une petite question sur la place du diagnostic anténatal génétique
et du diagnostic prénatal finalement. Alors c'est du cas par cas, hein. Effectivement, j'ai pas eu le temps de l'aborder, mais il y a des discussions importantes avec les jeunes adultes qui ont des projets d'enfants et qui nous demandent si c'est possible ou pas d'éviter la transmission de la maladie chez un futur enfant. Et donc, ça, c'est une discussion qu'on a très régulièrement en consultation de conseil génétique. Et donc, on leur explique que c'est du cas par cas. Il y a la possibilité du diagnostic prénatal, mais derrière, c'est discuter une interruption de grossesse, donc c'est jamais très simple, mais ça arrive de temps en temps. Et ces dernières années, il y a une autre stratégie qui est à discuter, qui est le diagnostic préimplantatoire, mais ça nécessite une fécondation in vitro, d'analyser les œufs, de sélectionner l'œuf qui n'a pas la mutation et de réintroduire l'œuf dans l'utérus qui n'a pas la mutation. Et donc ça, on le fait de temps en temps dans des cas particuliers. Donc c'est une discussion au cas par cas pour répondre à la question. Je peux te poser une question par rapport à ça. Oui. Dans les familles, est-ce que tu as de plus en plus de familles justement de CMH, puisqu'on screen de plus en plus, hein, est-ce qu'il y a de plus en plus de familles qui te demandent justement cette aide pour éviter justement de transmettre la maladie? Alors, ça reste marginal. On en discute souvent, on leur explique un petit peu les points positifs et les points négatifs, et puis l'encadrement médico-légal aussi. Il y a des textes de loi assez précis, assez restrictifs aussi. Et donc, les couples qui vont au bout de la démarche où on doit présenter à ce moment-là le dossier à un comité de CPDPN, un comité pluridisciplinaire de diagnostic prénatal pour avoir l'autorisation d'aller faire ça, finalement, on en a régulièrement quelques-uns par an, mais pas tant que ça. Et on est en train de reprendre un petit peu l'expérience qu'on a là-dessus. Donc, on aura un peu plus de données dans quelques mois. Mais voilà, ça reste pas si fréquent que ça. Autant le questionnement est fréquent des jeunes couples, autant le fait d'aller jusqu'au bout de la démarche, ça reste assez marginal. Je sais Et pas ça prend combien de dans votre temps? expérience à vous, mais nous, c'est plutôt Ça marginal. prend combien de temps pour arriver à ça? Parce que on te pose toujours la question de test génétique en combien de temps et en combien de temps il faut pour, entre le moment où il a décidé de faire cet Ah enfant. non, là, ça va vite parce que c'est dans des cas où on connaît la mutation dans la famille, chez le parent. Et à ce moment-là, c'est fait en priorité en urgence, donc on a le résultat en quelques jours. D'accord. Mais c'est un diagnostic ciblé, donc c'est une recherche d'une mutation précise. Donc, a priori, on a atteint l'heure, hein, si vous êtes d'accord. Moi, j'ai une question encore pour tout le monde, et pour Philippe en particulier, je pense. On a écrit ça en 2021, OK? On est en 2025. Il y a quand même une avancée majeure qui est apparue. Et je pense que Nicolas, il a fait une graduation par rapport à l'utilisation du mavacantine, et en montrant d'ailleurs qu'il y a une étude chez les patients avec un obstacle, l'utilisation de mavacantine montre qu'il y a beaucoup moins de réduction septale. Je pense qu'il sera rapidement à envisager la place de ce médicament-là dans un PNDS, parce que il y a des nouveaux médicaments qui sont apparus. Là, c'est quand même quelque chose de nouveau. La dernière fois, il n'y avait pas de temps de choses nouvelles. Même la place de l'IRM, elle est beaucoup plus importante, je pense. Et ça, c'est des éléments qu'il faut voir, parce qu'en pratique, on se le pose, nous. Il y a aussi les défibrillations chez l'enfant qui vont apparaître, et l'utilisation des défibrillateurs. Tout ça, c'est de nouveaux sujets. Et je réfléchissais à un nouveau truc aussi, probablement qui serait utile, c'est de retourner vers les centres de référence, nous, et nous demander quelles sont les questions les plus fréquentes que vous avez dans votre pratique ou qu'on vous pose, parce que ça serait intéressant qu'on y réponde dans un prochain PNDS. Voilà. En tout cas, moi, je voulais vous remercier tous. Patricia en premier, Nicolas en second, et Philippe, toujours, je garde le meilleur pour la fin. Et puis Guillaume et tous, d'avoir participé à cette mise au point sur le PNDS 2021, sur l'hypertrophie myocardique. Merci à tous. Merci à tous, merci Olivier. Merci, au revoir. Au revoir, bonne soirée. Au revoir.